Oh qu'il a été dur à faire ce top 10 de la décennie, c'était la folie, je vous dis pas. Vous imaginez sélectionner 10 films seulement en 10 ans, les 10 meilleurs, sachant que c'est toujours subjectif, hein, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le même top que moi. Ça a été vraiment de la folie. Donc bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de partager ce top de la décennie. C'est la dernière vidéo, non pas de la chaîne, mais de l'année et de la décennie, puisque oui, la décennie a commencé en 2011 et fini en 2020. Attention de ne pas faire l'erreur, elle n'a pas commencé en 2010 la décennie. Un film par année, ça a été très difficile, mais bon, j'ai réussi à le faire. Au final, les choix étaient plutôt évidents. Mais je vous mettrai aussi le deuxième, voire le troisième choix dans l'année avec ceux avec lesquels j'ai hésité. En gros, les 2 ou 3 meilleurs films de l'année. Ce ne sera pas pour chaque année parce qu'il y avait des années où c'était évident, d'autres où c'était moins évident. Vous pourrez regarder cette vidéo comme un podcast car malheureusement pour ne pas me faire bloquer par YouTube et parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue à faire et j'ai pas envie de me prendre la tête, je ne mettrai pas d'extrait de film ni de musique. Enfin, pour les musiques, je vais essayer mais c'est pas sûr que ça passe. Et donc vous aurez le poster et une wallpaper, une image du film. Écoutez ça comme un podcast. Dans votre voiture, chez vous, dans votre baladeur, peu importe. Vous aurez des timecodes dans la description, un par année, de 2011 à 2020. Comme ça, vous pourrez écouter à plusieurs moments les différentes années. Et puis, vous me direz, vous, dans votre top 10, quel est votre top 10 de la décennie? Si vous arrivez à le faire, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout et régalez-vous. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans 2-3 jours. Et je suis sûr qu'en l'année 2021, ça va être une année de folie pour le cinéma. Au vu du nombre de films qui ont été reportés, qui vont sortir l'année prochaine, ça devrait être exceptionnel. Régalez-vous bien et moi je vous dis à l'année prochaine. Et on commence la décennie avec 2011, Intouchable, du duo Nakache et Toledano avec Omar Sy et François Cluzet. Audrey Fleurot, on va pas tout refaire le casting. Alors un film que j'ai énormément aimé de par sa bande originale, de par sa bande son, le score composé par Ludovico Einaudi, par l'interprétation des acteurs qui est d'un naturel, c'est juste hallucinant. Ils sont très touchants et surtout ça parle de l'handicap physique et pour une fois on peut en rire. Alors c'était il y a 10 ans, hein, peut-être aujourd'hui on pourrait plus en rire, mais on pouvait en rire sans être méchant, sans que les gens le prennent mal, sans que les handicapés s'en offusquent. Je trouve que c'était un film qui était vraiment salutaire au niveau de l'humour et puis qui apportait quelque chose. C'était un phénomène de société. Il a quand même fait 20 millions, quasiment 20 millions d'entrées, c'est pas pour rien. Beaucoup se sont reconnus dans le film. C'est un film avec des scènes aussi hilarantes que touchantes parfois. Bien évidemment que vous connaissez tous le film, vous avez sûrement dû le voir au moins une fois. Voilà, je ne vais pas refaire toutes les scènes, mais Intouchable en 2011, pour moi, c'est le film qui vraiment a effacé tous les autres films de l'année de ma mémoire, tellement celui-ci était marquant. Et encore aujourd'hui, quand je veux avoir le smile, quand je veux me sentir bien, je regarde ce film-là, c'est un régal. 2012 maintenant, alors 2012 j'ai hésité entre un film de justicier, de super-héros et une comédie dramatique. J'ai hésité entre The Dark Knight Rises et Happiness Therapy, mais c'est finalement The Dark Knight Rises qui l'emporte, étant un fan absolu de Christopher Nolan. Voilà, c'est évident, je suis allé voir 4 fois le film au cinéma, à un moment donné j'y allais chaque week-end, chaque dimanche c'était The Dark Knight Rises, voilà. Donc je connais le film par cœur, les dialogues par cœur, pour moi c'est le meilleur de la trilogie, même si ça restera pour moi dans ma tête le Joker de Heath Ledger qui restera le meilleur méchant, mais le film pour moi le plus abouti de la saga, c'est The Dark Knight Rises, le mix parfait entre Batman Begins et The Dark Knight, un kiff. Les acteurs sont au top du top. Catwoman, pour une fois, est exceptionnelle dans le film. Et je sais, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui aiment Catwoman version Michelle Pfeiffer. Mais pour moi, voilà, Anna Hathaway l'emporte haut la main. Et encore une fois, on ressent toute la maîtrise de Christopher Nolan. Et au niveau de la musique, Hans Zimmer nous a livré quelque chose d'exceptionnel. Christian Bale, Le Chant du Cygne, un régal. Quant à Happiness Therapy, là aussi, c'est un film que je ne me lasse pas de voir. Je le regarde à chaque fois quand je veux avoir le sourire. La bande son est exceptionnelle. Jennifer Lawrence est elle aussi au top du top avec un Bradley Cooper magistral en mec qui a un problème psychologique. Je me souviens plus exactement ce qu'il a comme maladie. Mais en tout cas, c'est un problème psychologique. Bref, un régal ce film. Happiness Therapy, je vous le recommande, de David O. Russell, comme d'une manière générale tous les films de David O. Russell, et en particulier les deux suivants, American Bluff et Joy.
En 2013, alors là, 2013, ça a été l'année très difficile et je me demande encore comment j'ai fait pour choisir. J'ai hésité entre Rush de Ron Howard, Django Unchained de Tarantino et Oblivion avec Tom Cruise et c'est finalement, et oui, c'est Rush qui l'emporte, même si je suis fan absolu de Quentin Tarantino, c'est mon réalisateur préféré de tous les temps, c'est quand même Rush qui l'emporte de Ron Howard, le biopic Niki Lauda contre James Hunt, les meilleurs ennemis de la Formule 1. Quand je suis allé voir ce film au cinéma, j'ai pleuré. J'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré parce que le son était magnifique. J'avais l'impression d'être dans une Formule 1. Et j'ai pleuré pour l'histoire, l'amitié entre Niki Lauda et James Hunt. Et à chaque fois que je regarde ce film, même une bande-annonce, même la musique du film, à chaque fois, je repleure. Tellement ce film est puissant. Alors attention, je repleure, non pas je pleure pas des rivières non plus, mais c'est un film tellement puissant. Pour moi, très clairement, c'est le meilleur de Ron Howard. Et je dis ça en ayant vu la quasi-totalité de la filmographie de Ron Howard. Pour moi, c'est le meilleur. C'est là où il montre toute la supériorité de sa réalisation, toute sa maîtrise. Voilà, on a une interprétation parfaite. Pour moi, les 2 acteurs méritaient l'Oscar. Exceptionnel. Django Unchained, ai-je vraiment besoin de me justifier sur Django Unchained? Encore une fois, un film qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire. Car un film qui utilise le mot nègre toutes les 5 minutes, aujourd'hui on ne pourrait plus le faire, surtout avec les polémiques qu'on a eues ces dernières semaines avec le football. On ne pourrait plus faire un film comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, et c'est quelque chose qui pour moi relève de l'incompréhensible, Spike Lee s'était plaint que Quentin Tarantino était raciste en employant le mot nègre dans ce film, preuve qu'il n'a absolument rien compris au film. C'est un film puissant qui vous montre comment était réellement l'esclavage. L'esclavage, c'était pas juste appeler un noir un nègre. L'esclavage, c'était des propriétaires blancs, terriens, qui donnaient leurs esclaves noirs à manger à des chiens. C'était ça l'esclavage. C'est pour ça que quand aujourd'hui on nous parle de racisme, ça me fait doucement rire, mais bien évidemment ça n'est que mon opinion. Django Unchained qui est tellement jubilatoire, on voit cet esclave qui se libère de ses chaînes et qui l'emporte sur son oppresseur. Un régal, une bande originale exceptionnelle entre les morceaux de John Legend et les morceaux d'Ennio Morricone. Bon voilà, c'est exceptionnel, rien à redire. Et on termine ce top avec Oblivion qui peut être dans mon top 5 des meilleurs Tom Cruise, je dois le dire. D'abord, j'adore la science-fiction. Il y a la bande originale de M83 que je trouve parfaite. Tom Cruise et Olga Kurylenko, voilà, mon acteur préféré, une de mes actrices préférées, un thème fort, le film, il y a des rebondissements, il m'a surpris, j'ai été allé le voir 3 fois au cinéma. Bref, Oblivion, obligatoire qu'il était dans mon top 5 ou dans mon top 10 de l'année 2013. On continue en 2014. 2014, là ça a été dur aussi, mais très clairement, il y a un film qui l'emporte haut la main, c'est Interstellar de Christopher Nolan. Pour moi, je vous le dis, et là je sais que ça va susciter quelques critiques peut-être, pour moi c'est le meilleur film de science-fiction sur l'espace jamais réalisé. Voilà, je le dis, j'ose le dire, Interstellar se situe tellement au-dessus de 2001 l'Odyssée de l'espace, avec tout le respect que j'ai pour 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est un chef-d'œuvre, attention, c'est un film référence. Mais pour moi, Interstellar déboîte tout ce que j'ai pu voir en matière de science-fiction. Je suis allé avec un pote, je vais vous dire une anecdote, ça va prendre quelques secondes de plus dans la vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je suis allé le voir avec un pote qui est un petit génie des maths. Voilà, c'est-à-dire que le mec a fait 5 ans d'études, quasiment sans travailler, quasiment sans réviser. Et à chaque fois, il a eu parmi les meilleures notes. Aujourd'hui, il a un doctorat de maths, il est prof, mathématiques appliquées, bref, tout ce que vous voulez. C'est un petit génie, il a eu plus de 20 de moyenne au bac S. Vous imaginez, plus de 20 de moyenne au bac S. Avec l'option, ça fait plus. Il m'a dit, et ça j'ai pu le lire, que la quasi-totalité du film était crédible, excepté ce qu'on voit vers la fin dans le trou noir, mais je rentrerai pas dedans pour ceux qui n'auraient pas vu le film, les quelques rares personnes. Mais sinon, au niveau de la relativité du temps, c'est totalement plausible. Voilà. Donc, Interstellar, c'est du Christopher Nolan. Quand il refait une relecture même pas une relecture, quand il adapte les explications de Kip Thorne et de Stephen Hawking, bah, j'ai envie de dire, voilà ce que ça donne, hein, un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Les 2 autres films, c'est Les Gardiens de la Galaxie, qui était pour moi en 2014, quand il est sorti, le meilleur Marvel. James Gunn a tout compris, il a compris exactement ce qu'il fallait faire. Du feel good, une bande originale exceptionnelle avec des morceaux
des années 80, 70, bref, un régal. Et le dernier film, c'est Whiplash. Whiplash de Damien Chazelle, que je suis allé voir 3 fois en version originale au cinéma. Le film m'a séché. J'adore le jazz, donc voilà, Whiplash, longtemps j'ai hésité, mais finalement c'est Interstellar. Mais Whiplash, c'est vraiment un bijou et il mérite largement les Oscars qu'il a remportés. 2015, American Sniper. Voilà, American Sniper, j'ose le dire, moi j'aime tout ce qui est américain. Je ne suis pas patriote, mais j'avoue que quand j'entends l'hymne américain, quand je vois les drapeaux américains, j'ai toujours un petit frisson. Et là, c'est le maestro Clint Eastwood, probablement dans le top 5 pour moi des plus grands réalisateurs de tous les temps, qui s'attaque à un biopic, le biopic de Chris Kyle, le meilleur sniper. Au moment où a été tourné le film, c'était le meilleur sniper. Et le film se termine, bon voilà, vous l'avez tous vu, ou en tout cas si vous l'avez pas vu, c'est pas vraiment du spoiler. Le film se termine avec la mort de Chris Kyle. Il faut savoir que quand le film a commencé à être tourné, Chris Kyle n'était pas mort. Donc c'est vraiment un film bouleversant. Bradley Cooper est parfait. Pour moi, il méritait l'Oscar, très clairement. Le casting entier, les scènes, voilà. Non mais dites-vous quand même que Clint Eastwood, avec l'âge qu'il a, pour faire un film comme ça, c'est exceptionnel. On aime ou on n'aime pas le côté pro-américain, mais bon, moi j'aime beaucoup. Mais on ne peut que reconnaître la maîtrise absolue de la réalisation de Clint Eastwood. Et puis moi, là, cette dernière séquence historique avec la musique d'Ennio Morricone, où on voit les drapeaux américains, on voit le cortège. Moi, je vais vous dire, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux tellement c'est beau. Bref, c'est subjectif. Et ensuite, j'ai hésité avec La rage au ventre de Antoine Fuqua sur un scénario de Kurt Sutter, mon showrunner pour la télévision préféré. C'est le showrunner de la série Sons of Anarchy. Donc La rage au ventre avec un Jake Gyllenhaal qui est juste exceptionnel. Probablement le meilleur film de boxe que j'ai vu, le plus réaliste. Une histoire poignante entre un père et sa fille. Bref, je ne peux que vous recommander La rage au ventre de Antoine Fuqua. Probablement un de ses meilleurs films, exceptionnel lui aussi. 2016 maintenant, on en est déjà à la moitié de la décennie presque. On en est à la moitié de la décennie. Alors, dans un premier temps, m'est venu à l'esprit un de mes réalisateurs préférés, Zack Snyder, avec Batman v Superman. Je dois vous le dire, je suis allé le voir 3 fois au cinéma, je regrette absolument pas. Ensuite, je l'ai revu chez moi et je me suis toujours régalé. C'est un film qui pour moi a quelques défauts, mais qui franchement ne sont absolument pas gênants pour apprécier le film. Un des meilleurs DC Comics, hors trilogie Dark Knight et hors Watchmen. Mais Watchmen, c'était déjà Zack Snyder. Watchmen, c'est pour moi le meilleur film c'est pour moi le meilleur film de super-héros de tous les temps, all time, tout ce que vous voulez, DC Comics, Marvel, bref. Pour moi, Watchmen, c'est au-dessus. De toute façon, au-dessus de Watchmen, il n'y a pas. Pour moi, bien évidemment, c'est subjectif, encore une fois. Et donc Batman v Superman, j'avais retrouvé ce que j'avais aimé au niveau de l'image, au niveau de la dramaturgie dans Watchmen, mais appliqué à Batman et à Superman, avec une musique exceptionnelle de Hans Zimmer et Tom Holkenborg, aka Junkie XL, les deux ensemble. L'introduction de Wonder Woman, c'était parfait. Et donc j'ai hésité entre celui-ci et un film de notre réalisateur que j'aime énormément, Mel Gibson, Tu ne tueras point. Mais finalement, j'ai choisi Tu ne tueras point comme meilleur film de l'année 2016 parce que ça parle d'un sujet qui me tient à cœur, les objecteurs de conscience qui refusent de s'engager dans l'armée. Et comme moi, je suis objecteur de conscience, alors j'ai pas la même religion que le personnage de Jesse Eisenberg dans le film, mais moi aussi je suis objecteur de conscience. Donc très clairement, Tu ne tueras point, c'est un film qui m'a touché personnellement. Très clairement, Mel Gibson, il est revenu au top du top. Moi, je dis, si on avait encore quelque chose à reprocher à Mel Gibson, il serait largement temps d'oublier. Ce mec est un pro de la réalisation, c'est un grand acteur, un grand réalisateur, quelqu'un qui a des défauts, bien évidemment, mais qui est entier et ça se voit dans sa manière de faire des films. 2017 maintenant. Alors 2017, ça s'est imposé là aussi comme une évidence. La La Land de Damien Chazelle. Je suis allé le voir 2 fois au cinéma en une semaine. Voilà, La La Land, j'ai pleuré. C'était tellement beau. Je connais la bande originale par cœur. Le nombre de mois où j'ai dû écouter la bande originale, chaque fois les morceaux en boucle, je les connais vraiment par cœur. C'est meilleure comédie, c'est même pas une comédie d'ailleurs, meilleur film musical que j'ai vu. Emma Stone, Ryan Gosling, voilà,
Que dire si ce n'est que c'est un film qui vous fait aimer le jazz, c'est un film qui vous fait aimer un Hollywood fantasmé par un francophone, voilà ce que ça donne. C'est un Hollywood dans lequel on a envie de vivre. Euh, La La Land, plus beau film de 2017. Ensuite, un autre film avec Ryan Gosling, j'ai hésité, mais ça arrive en deuxième, c'est Blade Runner 2049. Et là aussi, ça va en faire criser certains, mais je considère Blade Runner 2049 comme supérieur à Blade Runner original de Ridley Scott. Oui, encore une fois, vous pouvez me trouver tout ce que vous voulez comme argument, mais c'est un top subjectif. Voilà, il n'y a pas on a tort ou on a raison. C'est mon expérience, mon émotion personnelle. Et moi, de Blade Runner 2049, malgré toutes ces longueurs, c'est ce que j'ai aimé dans le film. Il faut savoir que j'aime les films qui sont longs, donc voir un film de 3 heures ne me gêne pas du tout. Et toutes ces longueurs dans le film, j'ai apprécié les revoir. Je suis allé voir 2 fois le film au cinéma. La photographie de Roger Deakins, c'est magnifique, quoi. Tout ce passage à Las Vegas en couleur orange. Et puis la musique, là aussi, de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch. Le duo est exceptionnel. La reprise de Tears in Rain, c'est juste magistral. Voilà, chapeau bas l'artiste. Moi, je dis Denis Villeneuve, une de ses révélations de la décennie. Le troisième film, alors attention, en qualité, il arrive bien en dessous, mais en fun, il est vraiment exceptionnel lui aussi. C'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, qui pour moi arrive à faire mieux que le premier, et c'était pas gagné. Là aussi, il y avait beaucoup d'émotions dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, surtout quand on sait que Chris Pratt a perdu son papa durant le tournage, et c'est pour ça que pour lui, ça a été émotionnellement difficile. Donc, quand on se replace dans ce contexte, toute la scène entre lui et Yondu à la fin du film, c'est un film qui est puissant. Pour moi, c'est le meilleur Marvel à ce jour, avec Avengers Infinity War et Endgame qui ne figureront pas dans le top de la décennie parce que je pouvais pas tout mettre non plus. 2018, alors là, le choix est évident, hein, très clairement, il n'y en a qu'un seul, A Star is Born, là aussi. Vous voyez, j'aime bien les comédies musicales. Hein. C'est pas vraiment comédie d'ailleurs pour le film, c'est plutôt une tragédie musicale. Bah, j'ai envie de dire Lady Gaga, la révélation 2018. Pour moi, elle a prouvé qu'elle était aussi bonne actrice que chanteuse, voire même meilleure actrice encore. Bradley Cooper, Bradley Cooper de toute façon c'est pour moi il est dans le top 5 de la décennie. Parmi un des acteurs qui a fait les meilleurs films de cette décennie, très clairement. Il y en a d'autres, hein. Il y a Matthew McConaughey, il y a Christian Bale, mais c'est vrai que Bradley Cooper, exceptionnel de charisme. Sam Elliott dans le film, Sam Elliott, regardez de nouveau le film et osez me dire que ce ne sont pas des personnages qui sont bouleversants. C'est impossible. Forcément, même si vous n'aimez pas la musique, regardez-les pour les personnages, vous verrez, c'est un travail... Et c'est Bradley Cooper qui écrit, produit et réalise. Chapeau bas l'artiste. 2019, alors 2019 c'est très récent, c'était l'année dernière. J'ai lancé ma chaîne l'année dernière d'ailleurs. Un film dont j'ai parlé en critique, Le Mans 66, qui est un des plus beaux films de l'année. Donc je ne vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit sur Le Mans 66. J'aime les films de voiture, j'aime les films de course de voiture. Mais c'est pas celui-là qui arrive en premier. Pour moi, c'est un Disney live action dont j'ai mis dans mon top. Il y a un top Disney live action que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Il est numéro 1 pour moi parmi les meilleurs Disney live action. C'est Aladdin de Guy Ritchie. Aladdin de Guy Ritchie, c'est un film. Il faut savoir que Aladdin, c'est mon dessin animé préféré de Disney. Et j'ai retrouvé exactement le dessin animé, mais peut-être même avec des variantes encore meilleures. Notamment sur le personnage de Jasmine joué par Naomi Scott. Naomi Scott, qui est pour moi la révélation 2019. Alors, elle a été révélée avant, elle avait été révélée dans Terra Nova, je crois, une série de Spielberg, si je ne me trompe pas. Et puis en 2017, avec Power Rangers, le film, que j'avais bien kiffé d'ailleurs. Mais là, dans le film, pour moi, elle prouve qu'elle est une très grande actrice, capable d'avoir des Oscars, capable de tenir tête largement aux meilleures actrices qu'il y a aujourd'hui. Je suis convaincu qu'elle a un grand avenir dans le cinéma. Elle fait une Jasmine formidable. Il faut savoir qu'elle chante elle-même, si vous regardez en version originale le film. C'est pour ça que c'est toujours mieux. Enfin, c'est pas toujours mieux, mais
Pour ce film-là, c'est mieux de le regarder en version originale. Elle chante elle-même et quelle voix puissante, quelle beauté au niveau de la voix. Non seulement c'est une beauté physique indéniable, mais c'est une beauté au niveau de la voix. Et puis voilà, Alan Menken qui revient à la bande originale, Guy Ritchie qui fait preuve, j'ai envie de dire, de maestria. Pour moi, c'est évident, c'est le film de l'année dernière. Après, je sais qu'il y en a certains, ils n'aiment pas les Disney live action, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Alors, en me réécoutant avant de faire l'enregistrement final, avant de faire le montage final, je vais de m'apercevoir que j'ai oublié l'année dernière probablement un des meilleurs films de la décennie, Once Upon a Time in Hollywood. Donc, respect, monsieur Tarantino, maître Tarantino, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, Once Upon a Time in Hollywood. Il n'est pas premier parce que, voilà, Aladdin, c'est mon coup de cœur personnel de mon âme d'enfant, c'est mon âme d'enfant qui parle, donc, mais sinon, Once Upon a Time in Hollywood, il est juste après, tellement riche, tellement de lecture, ce film est bouleversant par rapport au destin de Sharon Tate, bref, il y a une telle richesse en culture cinématographique dans ce film, qu'il faut le voir, le revoir, le re-revoir, je l'ai vu 4 fois et je m'en lasse pas, hein, dont 3 fois au cinéma, donc bon, écoutez, voilà, vous pouvez rajouter Once Upon a Time in Hollywood. Il n'est pas en premier, mais il est juste après Aladdin. Ceci dit, on ne peut pas vraiment comparer, c'est pas le genre, c'est pas du tout le même genre de film. Et 2020, alors cette année a été tellement compliquée à cause du Covid, tellement de films reportés qu'on aurait dû voir, tellement de films qui sont sortis sur les plateformes SVOD. Ça compte, hein, les plateformes SVOD. J'aurais pu mettre de la plateforme SVOD dans ce top 10, mais au final, les meilleurs que j'ai vus, c'était des films sortis au cinéma. Et encore une fois, cette année, le meilleur que j'ai vu, c'est un film qui est sorti cet été au cinéma. Et vous verrez, c'est une évidence, il s'agit de Tenet de Christopher Nolan. Vous voyez, il y a plusieurs films de Christopher Nolan dans cette décennie. C'est normal, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il est très clairement dans mon top 10 de tous les temps, très clairement. Voilà, Tenet, j'ai déjà fait la critique, allez la voir. Ai-je besoin, encore une fois, de me justifier sur Tenet? Non, je ne crois pas. Ce film s'est fait descendre malheureusement par des rageux, par des youtubeurs rageux qui n'avaient aucun argument et qui se la pétaient en disant que Christopher Nolan faisait le mec intelligent, mais qu'au final, son scénario n'était pas bien écrit, était bancal. Voilà, comme je l'ai dit dans ma critique de Tenet, je pense que si on a un minimum de modestie et d'humilité, on reconnaîtra que Tenet est une œuvre issue d'un cerveau en ébullition et d'un cerveau très intelligent. Au minimum. Je dis pas tout le monde n'aimera pas le film, je peux comprendre que certains ne le considèrent pas comme un chef-d'œuvre, mais au minimum, il faut reconnaître que ce film est d'une profonde intelligence et très bien écrit. Voilà. Parce que tout le monde ne maîtrise pas une écriture comme celle de Christopher Nolan. Donc merci Christopher Nolan pour cette décennie, merci Damien Chazelle, merci Clint Eastwood, merci Zack Snyder, merci James Gunn, merci Bradley Cooper et tellement d'autres, Ron Howard, bref, que des réalisateurs ou acteurs ou les deux qui ont fait cette décennie, de cette décennie pour moi une des meilleures décennies. Mais voilà, je me suis régalé à refaire ce top. J'espère que vous l'apprécierez, même s'il est en voix off. C'est pas grave, on voit pas ma tête, mais en même temps, c'est pas très grave, hein. Le plus important, c'est ce que je raconte, c'est pas ma tête. Donc, matez-vous ce top en plusieurs fois si vous le trouvez trop long, parce que c'est vrai qu'il va dépasser les 20 minutes largement. Mais c'est la dernière vidéo de l'année, la synthèse de cette décennie. Comme je disais en début de vidéo, merci à tous ceux qui regarderont la vidéo en entier. On se retrouve l'année prochaine, dans quelques jours. Et puis le mois de janvier vous réserve pas mal de surprises sur ma chaîne. Allez, je ne le fais pas plus long. À l'année prochaine. Reposez-vous bien. Et puis le mois de janvier, ça va être du top du top. Ciao tout le monde.